Salut les Harpers, on est à nouveau en live sur Facebook, donc on est super content d'être avec vous. Donc il y a beaucoup de monde actuellement dans la boutique, donc je suis désolé, je vais parler un peu fort, il y a un peu le brouhaha, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour que mon cher ami caméraman et perchman me fasse signe de parler plus fort. Donc là je vais vous faire un tour sur les boa constrictors en fait de la boutique, un focus sur les boa constrictors. Donc je vous en ai montré un petit peu ce matin au début de la manifestation. Je vais revenir sur les boa constrictors impérators colombiens. C'est vrai que maintenant ça a changé la nomenclature, hein. On avait fait une émission Airworld là-dessus. Ça va, vous m'entendez bien là? Ouais. Donc, je vais vous montrer les albinos VPI. Je pense une des mutations les plus mythiques dans les boa constrictors, dans les boa imperators maintenant. Donc cette mutation, elle est née aux États-Unis en 1997 grâce au travail de Dave et Tracy Barker de chez Vida Preciosa International, d'où le terme VPI, Caramel Albinos T+. Donc en fait, Dave et Tracy, ils ont récupéré un couple de boa constrictors, de boa impérators colombiens tout à fait classiques, qui appartenaient à un gérant d'animalerie, qui les avait reproduits et qui avait eu dans la portée deux juvéniles qui avaient cette couleur-là. Donc du coup, il s'est dit qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire. Donc il a contacté Dave et Tracy Barker qui ont récupéré tous les animaux et qui ont travaillé dessus. Quelques années après, ils ont prouvé que cette mutation était donc bien une mutation génétique qui se transmettait et qui était un gène récessif. Et donc c'est de l'albinisme, mais T+. Et donc en fait, ça veut dire quoi T+? Ça veut dire avec tyrosinase positive. Donc en fait, les albinos classiques sont des T négatifs, tyrosinase négative, ils n'ont pas de tyrosinase. La tyrosinase, c'est l'enzyme qui permet de synthétiser la mélanine. Donc eux, ils n'ont aucune mélanine, alors que les tyrosinases positifs, les T+, ils ont une enzyme apparentée qui est la phéomélanine, qui permet quand même à certains pigments d'apparaître un peu plus foncés, et ils n'ont pas les yeux rouges. Et ils sont vraiment ultra beaux. Et surtout quand ils grandissent, ils restent vraiment hyper contrastés comme ça. Il y a du rose qui apparaît sur les flancs de plus en plus. Et il y en a certains que Tracy Barker avait sélectionné, qu'elle appelait les Pink Panthers, parce qu'ils étaient vraiment hyper roses, les panthères roses en fait. Donc après on peut effectivement utiliser cette mutation pour la combiner avec d'autres mutations. Alors ce que je veux préciser sur cette mutation, c'est qu'elle est aussi hyper costaud. C'est-à-dire qu'en fait, souvent les gens pensent que des fois les animaux mutants ont des problèmes, peuvent avoir des problèmes, voilà. Alors ça peut être vrai dans certains cas, mais sur cette souche, ils sont vraiment aussi solides que des impérators colombiens classiques. J'ai jamais eu aucun problème avec ces animaux, j'en ai depuis assez longtemps, puisque j'avais la chance de travailler avec Tracy Barker depuis de nombreuses années. Et pour l'anecdote, les premiers qu'on a eu à vendre en Europe, on les vendait 6 500 €. Ah, donc ça a carrément, maintenant aujourd'hui c'est très accessible puisqu'ils sont à 390 €, vous voyez, ça n'a plus rien à voir. Donc vous pouvez vous faire plaisir avec une bête vraiment d'exception, avec un budget tout à fait raisonnable. Est-ce qu'il est encore dispo celui-là? Oui, il est disponible, voilà, on en a plusieurs. Celui-ci est disponible, c'est le numéro 503. Et je vais vous montrer ce que ça donne en Sunglow parce que c'est vraiment impressionnant. Est-ce que vous enlevez ça? Je vais prendre celui-ci. Regardez-moi ça, voilà, je vais vous montrer. Et celui à côté. Voilà, regardez les Sunglow. Alors ça en fait c'est un mélange entre, c'est une combinaison entre les VPI albinos et une souche salmon ou hippo, c'est la même chose. Donc c'est des Sunglow, on appelle ça Sunglow VPI. Et on voit le dessin de ce spécimen qui est vraiment fabuleux.
Une queue super dessinée, rouge. Ça va s'intensifier avec le temps. Vous voyez, il y a pas mal de différences de contraste. Celui-là est plus rose, il est plus clair, il est plus pastel. Celui-là un petit peu plus intense. C'est ça qui est vraiment génial. Chaque spécimen est différent et vous voyez, ils ont quand même des mouchetures noires. Ce qui est assez hallucinant si on tient compte que c'est un type d'albinisme et croisé avec un hypomélanistique. Donc voilà, on a une très belle sélection de VPI. Ça me fait plaisir de pouvoir proposer ça parce que c'est une mutation que j'adore et que je pense qu'on peut faire avec des choses complètement incroyables. Donc on va continuer. Je vous avais montré des boas motelés qui sont être pour VPI, donc pour faire des VPI motelés. Ouais. Regardez ce spécimen. Voilà, c'est là. Ouais, mais. Ça marche toujours? Oui, bien sûr. Ok, cool. Donc voilà, regardez ce spécimen de motelé. Il est être pour albinos, pour VPI caramel. Regardez les marquages de fou quoi. Alors ça, motelé, c'est une mutation qui est codominante. Donc en fait, dès que vous la mettez, si cet animal je le reproduis avec un autre boa constrictor, dans la portée il y aura quand même du motelé puisque c'est codominant. Et il y a une super forme qui est le super motelé mais qui lui n'est pas viable. Donc les gens ne le font pas, mais donc en fait ils sont porteurs du gène VPI. Donc en fait vous pouvez combiner donc un albinos VPI avec et vous sortirez une proportion de motelé VPI albinos. Vraiment très beau. Hop. Alors après on va passer. Ouais. Merci. Comment c'était? Hop, alors là, désolé pour cette petite interruption avec mon collègue. Donc là, je vais vous montrer de la production maison, puisqu'on part sur les boa constrictors Black Stripe. Donc une mutation, voilà, j'ai eu le premier spécimen en 1999. Et Stéphane Russell avait aussi un spécimen. On a commencé ce projet d'élevage en 99 et on a prouvé que c'était une mutation qui était codominante, dominante. Voilà, mais en tout cas c'est une mutation génétique, la preuve, puisque là on en est à la peut-être 4e ou 5e génération. C'est vraiment une tuerie, hein. Je dis pas ça parce que c'est pas du chauvinisme, hein, mais j'ai toujours pensé qu'ils étaient vraiment, ils n'avaient pas assez de succès ces boas Black Stripe. Après on n'a pas fait beaucoup de marketing dessus à l'époque, mais on aurait dû, parce que franchement sortir des choses comme ça, enfin moi je suis un gros fan de Stripe, donc je suis particulièrement sensible à leur charme. Et là, vous avez pas mal de choses qui peuvent avoir lieu chez les Black Stripes. Donc là, c'est un spécimen qui est avec un stripe total sur le dos, avec, on va dire, un river stripe au milieu. Donc en fait, vous avez carrément une bande, enfin, où il y a 3 bandes dedans, qui fait tout le long du corps de l'animal, et des médailles comme ça sur les côtés. Ça, c'est très typique des Black Stripes, et un ventre super orange. Donc voilà. On les vend, ouais, c'est une tuerie, c'est comme tu dis, voilà, et on les vend pour la modique somme de 390 €, ce qui est quand même franchement fou, quoi. Mais c'est comme ça. Et voilà, donc ça c'est un spécimen que je trouve vraiment classe. Ah oui. Ah, c'est ma mèche qui est encore hygiène. Ça c'est un autre spécimen de la même portée, comme quoi on peut avoir vraiment des animaux hyper extrêmes. Donc lui, elle est vraiment presque hypomélanistique. Hein, on revoit toujours les petites taches sur les côtés, mais une super ligne sur le dos. Donc ça c'est vraiment du lourd. Voilà, on a pas mal de spécimens de Black Stripe qui sont tous très différents. Par exemple celui-ci aussi. Voilà.
Oui, bah, c'est ça. Elle est lignée. Magnifique, donc ligné, mais là on n'a pas la ligne au milieu, mais bon voilà quoi, c'est vraiment. Et là donc en fait c'est les deux parents, je pourrais vous les montrer après, sont eux aussi parfaitement lignés. Donc tous les petits étaient super super alignés, super typiques. Voilà. C'était une sacrée histoire qui a commencé en 99, donc il y a 22 ans. Alors après on va continuer toujours. Là on va sortir un petit peu des mutations, hein, le temps que je remette ma mèche en place. Et donc on va partir sur des localités de boa, parce que je sais que vous êtes nombreux à aimer les localités de boa, et moi aussi. Je vous l'ai montré tout à l'heure rapidement. C'est les Tarahumara. Tarahumara, c'est des montagnes au Mexique, donc sur lesquelles il y a des forêts dans lesquelles vivent ces boas qui sont vraiment de très petite taille. Là, c'est un juvénile, vous voyez. En fait, il fait une taille vraiment 2 fois moins qu'un impérator classique. Et on a un marquage qui est ouf parce qu'en fait, sur la tête, ça c'est très typique des Mexicains, de toutes les localités mexicaines. On a une croix entre les œufs, la cruz, entre les œufs, avec une grosse pointe de flèche ici. Et tout ça, ça devient très foncé quand ça grandit. Et chez les Tarahumara, on a une pigmentation rose sur les côtés qui s'intensifie avec le temps. Beaucoup de mouchetés. Et on a souvent du noir qui apparaît sur le bord des dorsales, des ocelles sur le dos là. Et si vous aimez les boa constrictors, que vous voulez du petit, voilà, ça c'est une des plus petites localités au monde puisqu'ils font dans les 1m20, 1m30 maximum. Voilà, c'est génial d'avoir des localités comme ça. Donc si vous avez des localités, essayez de les garder bien sûr entre elles. Donc autre localité que je vous ai déjà présentée mais que j'adore, c'est les Hog Island. Alors les Hog Island, donc c'est des îles qui sont au large du Honduras, Cayos de los Cochinos, parce que c'est l'île des cochons littéralement. Pourquoi? Parce que en fait, quand les conquistadors sont arrivés dessus, ils ont ramené des cochons pour se nourrir, et en fait ils les ont laissés, donc ils ont baptisé ces îles Islas de los Cochinos. Et il y a 2 îles, donc Cayos Pequeña et Cayos Grande. Voilà, petit big up à mes potes de Loco Muerte. Grâce à eux, je bosse mon espagnol et mon accent. Et voilà, vous voyez, alors ça c'est une couleur naturelle des boas de l'île Hog. Des Hog Island, c'est une queue super orange, un moucheté noir et un background vraiment saumoné et très pastel. Donc la première fois que j'ai eu des Hog Island, c'était en 1995. Je les avais ramenés des États-Unis à l'époque avec Karim de la ferme tropicale. Et en fait, les premiers que j'ai eus, c'était vraiment du F1. C'est-à-dire qu'en fait, les premiers Hog Island qui ont été importés légalement sont arrivés aux États-Unis entre 1979 et 1989. Et voilà, il y a des éleveurs qui se sont vraiment focalisés pour les reproduire. Et je pense que ceux que j'avais eus étaient des F1. Et la particularité des Hog Island, c'est qu'en fait, ils changent de contraste entre le jour et la nuit. Personne ne sait pourquoi. Mais c'est des animaux qui... Et voilà, il y avait un monsieur qui parlait presque plus fort que moi. Alors, comme quoi, la passion, hein, ça c'est... voilà. C'est un truc comme ça. Et le truc, j'étais en train de dire, oui, ils changent de couleur de manière radicale. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs boas insulaires qui changent de couleur comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la nuit, ils deviennent hyper clairs, presque blancs. Et la journée, ils peuvent être très foncés. Alors, c'est de moins en moins le cas, plus ils sont reproduits en captivité, bizarrement. Mais c'est une particularité du Hog Island, ce changement de contraste. Ça arrive aussi sur les boas de Corn Island. Il y a eu des observations là-dessus. Donc voilà, une fois de plus, si vous voulez un petit boa insulaire vraiment classe qui
qui ne devient pas grand, parce que la plupart des spécimens qui ont été capturés à l'époque sur l'île, ou étudiés par des biologistes, mesurés, étaient entre 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m maximum. Après, on a vu des Hog Island en captivité qui pouvaient atteindre les 1,80 m, 2 m, mais je pense qu'ils étaient beaucoup trop nourris, beaucoup trop gros, beaucoup trop poussés. À savoir que ces animaux-là, sur les îles, ils ne mangent pas toute l'année. Hein. Il y a vraiment une partie de l'année où en fait, ils ne se nourrissent pas. Donc c'est aussi pour ça qu'ils ont dû évoluer vers une taille plutôt petite. Et c'est vraiment génial. Moi, je sais que quand j'avais eu les miens en 95, je m'étais dit, putain, tout le monde va en vouloir parce que tout le monde a envie d'avoir un boa constrictor parce que c'est un animal constricteur parce que c'est un animal génial, mais tout le monde n'a pas forcément la place. Mais pouvoir avoir un boa constrictor mais petit, c'est vraiment le top. Et puis en plus, ils avaient des couleurs de dingue. Donc après, quand il y a eu dans les années 2000 l'avènement des mutations, c'est-à-dire qu'il y a commencé à avoir pas mal de mutations, boa et tout ça. Il y a malheureusement des éleveurs qui ont croisé des Hog Island avec du salmon. Voilà, ils appelaient ça. Comment ça s'appelait? Ça avait un nom. Ça va me revenir. Des Sunset Boa, je crois. C'était ça. Et en fait, c'était un croisement entre les deux. Mais malheureusement, ce qui est dommage, c'est que ça pourrit un peu les souches, quoi. Et aujourd'hui, c'est difficile de trouver du pur hog, du vrai hog. Et quoi qu'il arrive, il n'y aura plus d'import de hog de la nature. Donc c'est bien de conserver les souches et de ne pas les croiser. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Hein. Vous faites ce que vous voulez après. Et après, un autre insulaire, il faut voir, c'est Boa Imperator Sabogae. Donc, il vit dans l'archipel des îles de Pearl. Donc, Pearl Island Boa, en fait, c'est son nom commun en anglais. Et en fait, c'est pareil, ils vivent sur une toute petite île. Il y a eu le premier import officiel de ces animaux-là. C'était par un Américain qui s'appelle Quetzalcoatl qui vit au Costa Rica. Et il a obtenu des autorisations par le gouvernement pour pouvoir prélever des animaux, pour pouvoir les mettre dans son zoo et les élever donc en captivité, mieux les connaître. Et en fait, il a pu exporter les jeunes donc en 2006. Et en fait, ils sont incroyables parce qu'ils ont déjà, pareil, ils sont assez hypomélanistiques de base. Et en fait, les ocelles sont toutes petites et un peu orangées et un peu, elles réfléchissent la lumière. C'est assez hallucinant. Et la queue est hyper orange. Donc là, pareil, on est sur vraiment de la toute petite taille. Hein, c'est des animaux qui font pareil 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m maximum. Pour des adultes, donc voilà, si vous aimez les petits gabarits avec une coloration qui est naturelle pour le coup, c'est pas une mutation, ça c'est vraiment top. Voilà. Là, une autre petite localité mexicaine. Voilà, les Cancun. Donc pareil, vous voyez, toute petite taille, un motif sur la tête qui est assez particulier, pareil. Et donc en grandissant, ils prennent du contraste. Et pareil, c'est vraiment une très très petite localité en termes de taille adulte. Hop là. Alors on va avancer parce que là on est sur le thème des boas, donc là encore on a du VPI, on avait une belle sélection de VPI cette année, on a aussi des hippos aides pour anérie, donc pour faire des animaux ghost. Un autre... On va avancer plus vers là-bas. Voilà. Alors, c'est pas vraiment des boa constrictors, c'est des boas du Pacifique, c'est même pas du tout des boa constrictors, mais je voulais vous les montrer parce qu'ils sont vraiment top. C'est des boas du Pacifique, donc en fait, qui vivent
donc au-dessus de la Nouvelle-Guinée-Papouasie. Donc là, sur l'île de Santa Isabel, là c'est la localité Santa Isabel, pour cela. Donc c'est un petit boa assez extraordinaire qui ressemble un peu à... Enfin moi je trouve, il me fait penser un peu à une vipère, au niveau de d'une des feeder. Et il a un petit nez en biseau comme ça. Et en fait la localité Santa Isabel, en fait la particularité c'est qu'il devient blanc. Il devient blanc en évoluant. Je vais vous montrer un spécimen un petit peu. Alors au départ, quand ils naissent, ils sont gris. Hein. Il y a un changement ontogénique. Et là, c'est vraiment des animaux hyper sélectionnés avec un magnifique stripe et ça devient couleur un peu chocolat, au lait chocolat noir. Et je vais vous montrer. Tu peux me le tirer. Yes. Je vais vous montrer comment ça évolue au niveau du blanc avec une année de plus. Voilà, ça c'est une femelle qui est un petit peu plus vieille. Donc voilà, vraiment un côté blanc crème hallucinant. Et on en trouve très peu. C'est des animaux assez rares en captivité. J'étais content d'en avoir pour le boïdé. Voilà. C'est des animaux qui se reproduisent bien. Les jeunes sont un peu délicats à démarrer parce que je pense que dans la nature, ils mangent surtout du petit lézard. Mais il y a des astuces pour bien les faire démarrer. Et là, vous voyez, bon, c'est des animaux qui ont déjà bien mangé, qui ont déjà bien évolué. Là, ils mangent tous du décongelé à la pince sans problème. Et ce qui est étonnant, c'est cette petite, c'est ce rostre en biseau. Alors, c'est un animal qui est vraiment terrestre. Alors, comme tous les serpents, ils peuvent grimper, mais globalement, ils aiment bien s'enfouir dans le substrat et ils chassent comme ça à l'affût. Donc, c'est plutôt des thermoconformistes. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas vraiment se réguler, se thermoréguler. Ils vivent plutôt dans une ambiance de température toujours la même. Et voilà, ils sont faciles à manipuler et tout ça. Et pour la reproduction, il est conseillé d'avoir plusieurs mâles. Il y avait un Américain qui s'appelle Jerry Conway, qui était le spécialiste américain des Candoya et qui a écrit beaucoup d'articles sur eux. Et lui, vraiment de son expérience, il disait toujours, il conseillait d'avoir plusieurs mâles parce que ça stimule pour la reproduction. Mais ça, c'est vrai pour beaucoup d'espèces de boïdés au final. Mais particulièrement pour tous les Candoya. Donc ça, c'est des Santa Isabel. Magnifique, il n'y a rien à dire. Et là, je vais vous montrer un autre petit Candoya qui est Candoya paulsoni tasmai. C'est une autre sous-espèce. Donc le tasmai, on le trouve uniquement sur l'île d'Halmahera. Donc il est endémique de l'île d'Halmahera, comme comme beaucoup de reptiles de l'île d'Halmahera en Indonésie. On les trouve pas ailleurs. C'est le cas de Simalia tressiae aussi, le python qui a été nommé en l'honneur de Tracy Barker, et de plein d'espèces qui sont sur Halmahera, parce qu'Halmahera en fait c'est une île qui est au nord-ouest de la Nouvelle-Guinée-Papouasie, et en fait qui a été en fait c'est un bout de la Nouvelle-Guinée-Papouasie qui s'est décroché à un moment et qui a dérivé. Et en fait, ça a emmené une partie de la faune et de la flore et ça a évolué. Enfin, c'était il y a des milliers d'années, hein, je ne sais plus combien exactement, c'était au Pléiocène, un truc comme ça. Et en fait, donc les animaux et les plantes ont évolué et ils sont différents. Et ça, c'est donc les Tasmae qui sont vraiment magnifiques. Ils restent comme ça une fois adultes. Et ils prennent du contraste et c'est vraiment... une sous-espèce qui est très intéressante, qui n'est pas très présente en captivité et qu'il faut vraiment élever et reproduire en captivité parce qu'elle n'est encore pas assez présente et elle est assez récente. Voilà, donc on arrive, je crois, à l'heure pour la fin de ce focus sur les boas. On en fera un autre demain. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a après. Il faut que je lise le programme parce que j'arrive pas à tout retenir aujourd'hui. Donc voilà. 13h, 14h, animation live. Ouais, voilà. On se revient. On vous retrouve en live à partir de 14h avec Roman, voilà, qui va vous immerger un peu dans
Dans l'événement, voilà, on regardera des animaux, on parlera avec des gens et tout. Donc on vous donne rendez-vous à tout à l'heure, 14 heures, pour continuer. Et pour ceux qui n'ont pas le programme, je vous donne le programme de la fin de l'après-midi, puisque je l'ai sous les yeux sur ce magnifique frère. Je ferai à 15h30 un focus sur les pitons indonésiens et australiens. Et Dieu sait qu'on a du lourd. Il y en avait pas mal qui sont partis ce matin, mais on a encore plein de gros trucs bien lourds à vous montrer sur ce qui est australien et indonésien. Hein. Vraiment, ça c'est mon kiff absolu. Et ensuite, à 16h30, il y aura une animation sur l'alimentation des boïdés en captivité. Donc je vous expliquerai un petit peu comment nourrir vos pitons, vos boas en captivité, aux différents stages de leur vie et tout ça, et selon les espèces bien sûr, parce que vraiment tout est, il y a des points communs, mais il y a aussi beaucoup de différences. Et ensuite à 17h30, on reviendra pour la présentation du Simalia boeleni. Hein. Vous avez été nombreux à demander qu'on vous présente du boeleni pour le boïdé. Donc j'ai ramené une femelle adulte. Et donc je vous la présenterai, je vous parlerai un petit peu de l'espèce qui est extrêmement rare et tout à fait fascinant. Voilà, je vous dis à plus, salut les herpers.